Et si notre corps cachait une clé méconnue pour retrouver l'équilibre, apaiser le stress et soigner nos douleurs? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un monde fascinant, celui des fascias. Ces tissus discrets mais essentiels tissent un lien invisible entre notre corps, notre esprit et notre bien-être. Avec la thérapeute Émilie Labourdette, découvrez comment écouter votre corps autrement, libérer les tensions profondes et réactiver vos ressources naturelles de guérison. Préparez-vous à changer de regard sur votre santé. Pour percer davantage les mystères du corps, Émilie s'est passionnée pour l'écriture de 2 livres, Intelligence corporelle et processus vibratoires et Écoute ton cœur te parle, dialogue en terre intérieure. Découvrez-les en bio. Passionnée par son activité, Émilie poursuit sa quête de transmission en vous proposant des prestations et des formations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site émilie-labourdette.fr. Très belle écoute! Salut les amis! Le podcast de l'éveil des consciences ne se contente pas de consommer du développement personnel en étant passif, mais bien d'appliquer concrètement les enseignements dans sa vie en s'engageant dans le monde de manière proactive. L'idée est de devenir acteur plutôt que de subir. Ici, la spiritualité devient un moteur d'action et de responsabilité sociale. Moi, c'est Evelyne, entrepreneuse, enseignante en FLE et maman. À travers mes activités, j'explore les différentes thématiques qui permettent de mieux comprendre le monde et de grandir personnellement et collectivement. Très belle écoute! Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Ce matin, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Émilie au micro du podcast. Salut Émilie! Bonjour! Comment tu te sens ce matin? Je me sens heureuse de partager sur le sujet qui me tient le plus à cœur, l'intelligence du corps, les fascias, le fascia. Donc merci pour cette proposition. Eh bien écoute, avec plaisir, parce qu'en effet, Émilie, je vais te présenter aussi puisque tu es vraiment passionnée. Tu Mm. proposes aussi des accompagnements individuels et collectifs depuis maintenant plus de 13 ans. Tu t'es d'ailleurs spécialisée et tu es passionnée puisque tu viens de nous le dire aussi sur les recherches des fascias, cet organe qui est encore méconnu, qui suscite de plus en plus d'intérêt chez les médecins, mais aussi les chercheurs. D'ailleurs, ton sujet de prédilection est le suivant: comment la mobilisation du corps vivant sensible participe au processus de déploiement de conscience d'un être humain. Tu t'es formée à plusieurs méthodes, dont l'ostéothérapie, la méditation de pleine présence, la thérapie des fascias, la libération du péricarde, que j'ai découvert d'ailleurs, permettant de libérer des émotions qui sont bloquées. Et bien sûr, tu renouvelles ton expertise en continuant de te former. Tu es aussi autrice de plusieurs livres, notamment de l'intelligence corporelle et processus vibratoires des éditions Le Souffle d'Or. Et donc, D'accord. j'avais une question, mais je voulais aussi la peaufiner, hein, parce que tu as un long parcours aussi personnel. Mais ta fascination donc, pour le vivant, elle découle d'un long chemin de vie, d'un grand intérêt pour le vivant. Et tu expliques que la présence à soi à travers le vécu de la perception est un moyen de se connaître à un niveau psychologique. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui t'a amené justement, rechercher et à proposer, des accompagnements sur ce sujet qu'est le vivant? Eh bien, c'est ma propre histoire où j'ai dû moi-même connecter avec le vivant. Voilà, une histoire chaotique, compliquée, une enfance beaucoup de traumas, de chocs. Et donc, bah, il a fallu que je trouve des ressources. Et puis, cette quête, elle a été, je pense, mon moteur de survie. Donc, j'ai entrepris beaucoup voilà, d'expériences thérapeutiques pour moi, hein. Et progressivement, à force de me rencontrer à travers différentes approches, j'ai commencé à avoir l'envie et d'accompagner peut-être d'autres personnes qui pourraient avoir un écho à mon parcours, à peut-être bénéficier aussi des pistes que j'avais explorées parce que j'ai fait beaucoup de choses.
Je suis très curieuse. Voilà, j'ai une force motrice Mmh. présente malgré les difficultés qui étaient là dans mon jeune âge. Et donc ça découle vraiment d'un parcours personnel et un besoin surtout de trouver un ancrage, une stabilité dans la matière, dans le corps, un goût de vivre en fait. Donc c'est vrai que quand je regarde en arrière, je trouve ça touchant comme parcours avec un certain détachement, mais d'avoir entrepris cette aventure du vivant en partant de très très loin, avec vraiment de la difficulté à sentir mon corps, à me sentir ici. Pourquoi je suis ici, voilà, une grande quête de sens de qu'est-ce que c'est l'incarnation. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est d'arriver à trouver en soi cette connexion au vivant, de pouvoir l'éprouver, de pouvoir mobiliser des ressources aussi que tout le monde a en fait. C'est vraiment pour moi une joie en fait de pouvoir le partager à d'autres personnes et de voir d'autres êtres pouvant se dire ah oui, mais en fait ça peut être différent, ça peut être la vie peut être belle malgré le chaos, malgré les difficultés, etc. Mmh. Merci pour, déjà ta présentation et ce partage, qui fait clairement sens puisque toi-même tu l'as expérimenté, sur Oui, toi et ce qui t'a permis aussi de trouver aussi des outils pour vivre, aussi pleinement ta vie aujourd'hui et ce que j'aime aussi, dans ton approche, c'est que tu mobilises beaucoup le corps, hein et c'est ce que tu aussi, tu incites les personnes qui te consultent aussi justement à mobiliser ce corps et aussi j'avais une question, tu nous invites à nous reconnecter à notre intelligence créative, tu expliques qu'on l'a tous. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? oui. Alors moi, la dimension de l'énergie créative et de la dimension créative dans l'humain, pour moi, c'est vraiment un mouvement qui s'initie dans la matière. Euh, pour que l'élan créatif puisse en fait manifester de la beauté, de l'harmonie, avoir de l'impact et aussi procurer à la personne qui le vit juste de la joie et quelque chose qui est juste en fait, qui est ajusté en soi. Donc, pour moi, l'élan créatif, il est en lien avec cette connexion à ce qu'on appelle le mouvement interne en fasciathérapie, c'est-à-dire ce principe actif dans le corps qui anime les cellules, anime les fascias, anime la vie en nous. Et en fait, quand on arrive à rentrer en relation avec cette dynamique de manière consciente, de manière précise, et à mettre du sens sur ce que ce principe actif peut nous donner comme information, eh bien, on peut tout à fait le mettre au service d'un projet. Et ça fait partie de mes accompagnements d'ailleurs. J'adore la dimension de l'entrepreneuriat, moi. Après, je suis aussi engagée dans des projets artistiques autour de la voix, notamment. Et, euh, et j'aime pouvoir permettre aux personnes de venir d'abord rencontrer dans leur territoire intérieur, dans leur espace intérieur, cette force de vie, comprendre comment ils peuvent la mobiliser, puis la mettre au service d'une dimension créative. Alors la créativité, bien sûr, c'est un thème large, c'est-à-dire que ça peut s'infiltrer dans plein de domaines, plein d'aspects. Moi, je mets vraiment en lien avec la mise en action d'un projet, quel qu'il soit. Mmh. Mmh. C'est passionnant, de vraiment, le sujet de la créativité, c'est vraiment un vaste sujet. Justement, dans ton parcours aussi, après la découverte du magnétisme, hein, je parle des prémices un peu, mais tu cites que rien Ouais. n'est anodin, dans l'interaction des énergies entre 2 êtres. J'étais curieuse aussi d'en savoir plus, sur ça. Ah, ok. Alors quoi, par rapport à la dimension énergétique? Oui, c'est ça, entre cette interaction, tu sais, entre 2 êtres, Oui. des fois, comme tu le dis très bien aussi, en tant que magnétiseur ou en tant que thérapeute, il faut aussi apprendre, je suppose, à se protéger. Est-ce que tu peux, peut-être nous partager un peu ton idée à ce sujet? Oui, donc effectivement, j'ai commencé mon parcours par la dimension énergétique. Oui. Euh,
où j'avais déjà une grande sensibilité au niveau du principe de résonance. Mmh. Bon, je suis comme ça, comme plein d'êtres humains sur cette terre, une hypersensibilité même. Et cette D'accord. hypersensibilité, à un moment donné, il faut arriver à en faire une force et une intelligence, parce que sinon, on peut en souffrir. Euh, et euh, j'ai essayé de construire, en fait, un chemin et un parcours dans la dimension de l'énergie pour que ce soit assez construit et assez concret et que je puisse comprendre, en fait, de quoi il, enfin, qu'est-ce qui se passe en réalité, parce que sinon on peut avoir des croyances et s'imaginer des choses, etc. Moi, la dimension de la protection, c'est sûr qu'au début, je me rappelle, j'étais pas dans la posture du sauveur, mais quand on Mmh. découvre la dimension énergétique et qu'on sent des choses, on a envie d'aider les autres. Et très naïvement, je posais mes mains un peu hasardeusement sur les gens qui avaient mal, et ça me rendait malade. D'accord. Clairement, je me rappelle de ça, j'ai jamais oublié ça. Mmh. Euh, donc, il faut savoir que dans la dimension de l'énergie, rien n'est anodin. C'est vraiment pour moi, une transmission d'informations Oui. avec toutes les dimensions que peuvent contenir l'information. Euh, Mmh. c'est pour cela que le fait de venir progressivement euh, rentrer dans une qualité de présence, et quand je parle de qualité de présence, c'est sentir en fait qu'on s'installe et qu'on se dépose dans un noyau de stabilité, de Mmh. paix, où le mental est quasiment absent. Pour moi, ça génère en fait un champ vibratoire qui est dans une forme de neutralité active, qui fait que je ne vais pas me laisser leurrer parfois par des interprétations ou des croyances ou imaginer des trucs. Parce que Mmh. quand on accompagne les autres et qu'on rentre en relation avec l'humain, pour moi, ça me paraît fondamental d'arriver à rester neutre, en fait, cette forme d'objectivité. Et moi, j'ai réussi à la trouver dans cette dimension de pleine présence, ce qui me permet, en fait, de me dire que c'est ma meilleure protection. D'accord. C'est vrai qu'au début, comme tout le monde peut-être, j'avais des archétypes qui me soutenaient, j'avais des pierres. J'ai pas été à fond avec ces objets-là, mais ça participe en fait au fait de se sécuriser. Pour Oui. moi, c'est une manière de se mettre en sécurité de manière psychologique, de se dire, ok, j'ai ma petite pierre, je porte mon pendentif, je suis protégée, mais en réalité, est-ce que c'est réel? Bon. Du coup, bah, avec les années et dans une volonté aussi d'épurer un maximum, Mmh. vraiment d'être dans une forme de transparence aussi par rapport à moi-même et par rapport à comment j'entre en relation avec les êtres, euh, bah, j'ai trouvé moi ce chemin qui m'a convenu, c'est-à-dire c'est prendre ce temps en fait de construire cette qualité de présence, de sentir cet état où je suis dans une neutralité active. Et j'ai mis ça en lien avec les ondes scalaires, moi. Je pense que lorsqu'on est dans cet état de présence neutre, on diffuse des ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est ces ondes qu'on peut retrouver dans la nature, qui nous viennent aussi du Soleil, des planètes. Et c'est des ondes qui, bon, voilà, les études sont encore en cours de recherche, mais c'est très bénéfique en fait pour la physiologie, la biochimie du corps. Ce qui fait que dans cette interaction vibratoire avec les êtres, Oui. l'important pour moi, c'est de rester toujours dans ce noyau, d'être centré et de juste être en écoute de l'information qui se transmet de l'un à l'autre pour arriver à comme lire la qualité informationnelle qui peut émerger de ce dialogue silencieux, quoi. Mmh. Mmh. Et après, à nous de voir si ben, il y a une sympathie vibratoire ou des réponses qui viennent peut-être nous faire Oui. éprouver de la répulsion. Et c'est OK, je veux dire, on n'est pas obligé de s'accorder avec tout le monde tout le temps. Bien sûr. Mmh. Mais je trouve ça très aidant, en fait, cette dimension de présence, parce que ça permet justement de se fier à cette lecture par résonance et du coup,
avoir une posture ajustée à la personne à qui on est en face et du coup, avoir une vision claire de quelles sont mes limites, quelle est la dimension du respect dans cet échange. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je suis disponible? Mmh. Donc, Et ouais. là, voilà, pour un thérapeute ou même pour un être humain de manière générale, je trouve ça important de sentir est-ce que je suis disponible à l'échange? Mmh. Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que c'est OK? Et toutes ces réponses, en fait, pour moi, elles émanent de cette qualité d'attention à soi et de cette capacité à savoir pour soi ce qui est juste. Et quand on reste en lien avec ça, ben, on a toutes les chances de développer des relations qui sont fluides, qui sont équilibrées, et voilà, de choisir, en fait, avec qui on co-crée. Oui, 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 complètement. Finalement, c'est d'avoir vraiment cet espace, un peu aussi, d'exploration de soi. Oui, Heu, c'est fondamental, ouais, ouais. c'est vrai que, on se rend compte l'avant et l'après pour ceux qui se font suivre, certainement. N'hésitez pas aussi à partager vos avis pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en tout cas, dans mon cas, ça tu vois, ça a été fondamental, l'avant, la thérapie et l'après la thérapie. Le fait de savoir se connaître, ça demande quand même une exploration, un cheminement. Oui, C'est sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est vrai que ça demande aussi, d'être curieux de soi, de comprendre ses limites, de savoir tout ça et c'est pas évident au départ, hein, parce qu'on nous l'enseigne pas forcément, petit à l'école, donc ça demande aussi, non, malheureusement. un Mmh. travail personnel, quoi. Après, ça arrive, pour moi, il y a vraiment à un moment donné un appel dans la vie d'un être humain, soit par saturation, parce qu'en fait, le système nerveux, à force de se suradapter, heu et ben, on arrive à un bout, on n'en peut plus. Donc on se dit: «Bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis au pied du mur et il faut que je me mette en quête, de quelque chose de nouveau, de moi-même». Souvent, c'est ça ou alors c'est la douleur aussi, hein, Mmh. parce que je reçois, bah, des personnes de tous bords qui viennent en séance de thérapie manuelle en fascia, pour une douleur, souvent presque anodine, mais c'est un peu l'alibi pour venir. Mais derrière, il y a tout, il y a toute l'historique, il y a tout le champ aussi psychologique qui est présent et qui demande à être mis en mouvement, quoi. Mmh. Bah, d'ailleurs, pour revenir justement sur ce sujet des fascias, Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer, que sont les fascias et quel rôle ils jouent dans notre corps? Oui. Alors, les fascias, je vais vous donner une définition, du docteur Gemberto. Donc ce médecin, on lui doit en fait toutes les images à l'international en fascia, puisqu'il a filmé avec un endoscope, sous la peau pendant les opérations de ses patients. Donc ce médecin, il a pratiqué à la clinique de la main à Bordeaux et c'est vraiment lui, en fait, qui a fourni les premières images, à l'international et qui a permis, en fait, de mettre en lumière ce système, des fascias. Il faut savoir que il y a un éclairage, en fait, permanent sur cette dimension du fascia et lui, il a donné une définition que je trouve, bah, complète. Donc il dit: «C'est un réseau fibrillaire continu, sous tension, qui existe à l'intérieur du corps, depuis la surface de la peau jusqu'au noyau de la cellule. Ce réseau global est mobile, adaptable, fractal et irrégulier. Il constitue l'architecture structurelle fondamentale du corps humain». J'aime reprendre cette définition parce que ça vient de la part d'un médecin chercheur scientifique. Elle est assez claire. Je pourrais rajouter qu'en fait, le fascia, bah, il y en a partout dans le corps, il n'y a aucun espace vide. C'est vraiment une toile d'araignée qui est notre architecture, notre matrice intérieure, notre architecture d'intérieur. Grâce à eux qu'on tient debout, c'est grâce à eux qu'on a conscience de notre corps dans l'espace. Et c'est un réseau tridimensionnel. C'est le fascia qui constitue la forme du visage, la forme humaine, la forme des cellules. D'accord. Il faut voir ça comme une matrice de microfilaments, de fibrilles et en même temps, un gel un peu, élastique. Mmh. Et ça permet donc, dans le corps, aux organes de glisser entre eux et de vivre cette orchestration. Par exemple, lorsque l'on respire, s'il n'y avait pas les fascias, ben, notre diaphragme ne pourrait pas glisser, en fait.
pour vous donner une idée. Avant, ils pensaient que c'était que des enveloppes, le fascia, c'était que le péricarde, par exemple, c'est l'enveloppe du cœur. Il y avait cette idée que le fascia n'était qu'une enveloppe protectrice. Et puis petit à petit, ça s'est vraiment développé grâce à ces images à l'endoscope. Et ils ont vraiment découvert que c'était un réseau entrelacé qui relie tout ensemble et qui maintient l'harmonie globale du corps. Mmh. Ouais, mais je trouve ça étonnant justement que ce soit, que qu'on n'en ait pas forcément, parlé, avant, mais que ce Oui, soit, mais maintenant, en fait, justement au cœur des il y a une découvertes. raison simple, c'est que l'anatomie était étudiée avant sur des corps morts. Voilà, et quand on prend un corps mort, le fascia est sec. Ouais. Donc quand ils ouvraient les corps, ils se retrouvaient avec une espèce de filet tout sec et ils mettaient ça de côté et c'était pas très intéressant. Et c'est vraiment grâce à la technologie et à la possibilité de mettre une caméra sous la peau euh, que tout ce réseau en fait a été mis en lumière. Maintenant, c'est considéré comme un organe. Hein. Ils ont, c'était en 2018. Ils ont dit que le fascia était le 80e organe du corps. D'accord. Mmh. Ouais. Et donc en quoi ces fascias justement, ils sont liés à cette conscience corporelle? Le fait que le fascia nous permette de nous percevoir dans l'espace, D'accord. déjà, c'est quand même utile. Oh complètement, ouais, heureusement qu'ils sont là alors. Heureusement qu'ils sont là. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a une pathologie très très rare qui existe où il y a un décalage de. Enfin, on ne peut pas vivre en fait sans avoir cette conscience du corps dans l'espace. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mmh. En fait, les fascias sont très riches en récepteurs sensoriels, qu'on appelle par exemple les mécanorécepteurs. Et donc, ils sont capables de ressentir en réalité et de transmettre au cerveau de nombreuses informations sur l'état de tension, d'étirement, de pression dans le corps. Et du coup, cette densité de terminaisons nerveuses en lien avec le fascia participe à ce qu'on appelle la proprioception, donc la perception de la position et du mouvement du corps, et également à l'interoception, qui est la conscience de l'état interne du corps. D'accord. En gros, dès qu'on bouge, les fascias transmettent des informations au système nerveux et il y a un échange comme ça informationnel sur, voilà, par exemple, tu dois porter un carton ou une charge lourde, il va y Mmh. avoir un traitement en fait du poids, puisque le fascia, c'est comme des câbles aussi qui gèrent les forces de tension et de compression. Donc, il faut qu'ils trouvent des solutions. Mmh. Ouais. Bon, ils ont mis en lumière qu'en fait, on ne fait jamais le même geste. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais ça, on dirait que je fais la même chose, mais à l'intérieur, les fibres du fascia trouvent toujours un nouveau chemin. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça voudrait dire qu'on a la capacité de se renouveler en fait en permanence. Juste que pour se sécuriser, nous, on fixe les choses. Ouais. Mais physiologiquement, la réalité du corps, grâce à ce fascia, c'est un renouvellement permanent dans le mouvement. Mmh, d'accord. Donc, du coup, il y a le lien avec la conscience. Moi, je l'ai exploré dans le fait de pratiquer très régulièrement cette écoute interne, ce lien au système nerveux. Euh, et c'est vrai que le fait d'avoir une clarté, une capacité attentionnelle à décrire ce qu'on ressent, Mmh. dans cette réactualisation permanente, c'est comme s'il y a un enrichissement cognitivo-perceptif. Voilà, c'est un processus dynamique qui se met en route, qui fait qu'on devient très au clair en fait avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, et après qu'est-ce que j'en fais. Et ça met vraiment dans un processus dynamique de conscience qui est quasiment mesurable, parce que les gens que j'accompagne, ils se voient évoluer à vitesse grand V. Mais c'est vrai que ça requiert une forme de régularité, euh, d'application dans le sens où c'est important de nommer le ressenti, de poser des mots. Voilà, ça, c'est des choses qui sont parfois compliquées pour les personnes. Ouais. Bah, justement, ça répond, en partie aussi à la question que je voulais te poser, c'est-à-dire que pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent, mais qui
tu vois, veulent, avoir, cette conscience du corps, mais qui ont encore, des difficultés puisqu'ils commencent, par où commencer? Et donc là, tu expliquais poser des mots. Est-ce que tu aurais d'autres choses peut-être à partager pour, ces personnes? Alors, moi, je préconise souvent des temps d'introspection, qu'on appelle aussi méditation pleine présence, d'introspection sensorielle, courts. Parce qu'en fait, le but, ça va être de mobiliser sa capacité attentionnelle et de venir, être capable de décrire ce qu'on perçoit dans l'instant présent, même dans l'instantanéité du présent. Et comme, aujourd'hui, ils ont quand même dit, que l'humain avait perdu, un taux de concentration énorme, parce qu'on a des systèmes nerveux qui sont saturés, parce qu'il y a de l'information partout, les écrans, Mmh, mmh mh. les pollutions électromagnétiques et cetera. Ce qui fait que c'est d'autant plus, difficile de mobiliser un tonus psychique suffisant pour savoir décrire: «Mais qu'est-ce que je ressens là, à cet instant? Qu'est-ce qui se passe en moi?» Et en fait, l'idée, c'est rentrer en relation consciente avec ce principe actif qui renouvelle en permanence et ces micro-mouvements dans le corps. Et dans une immobilité de posture, en fait, on se rend compte qu'il y a une animation permanente dans le corps. Cette animation, en fait, elle va mettre en mouvement l'information du corps. La mémoire, les souvenirs, les sensations, voilà. Et en fait, l'idée, c'est rentrer en relation avec ce champ informationnel. Donc, c'est prendre des temps quotidiens pour le faire, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Au début, il vaut mieux faire des temps courts parce que ça peut être difficile, la posture, et par contre, ce qui est important, c'est écrire les pratiques avec un état des lieux avant, comment je Mmh. me sens. Donc je me pose, comment je me sens, est-ce que je me sens fatiguée, agitée, calme, j'ai la tête, embrouillée, vraiment décrire, heu, faire tout ce temps d'introspection où je rentre en relation avec mes espaces intérieurs, parce qu'en fait, on pose toujours l'attention quelque part dans le corps. Mmh. Des appuis au niveau de la dimension du volume, au niveau de la dimension, du silence. Enfin, en fait, il faut choisir des objets. C'est pour ça que des fois, c'est pas mal d'être guidé, parce qu'il y a une multiplicité de choses sur lesquelles on peut poser son attention dans la méditation. Et à la fin du process, bah, c'est faire un état des lieux. Comment je me sens dans ma posture, dans mon volume interne, qu'est-ce qui a changé? Et il y a que comme ça, en fait, qu'on peut se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose entre le début de la pratique et la fin de la pratique. Et ça, Complètement. pour moi, c'est, c'est un point central parce que sinon on fait les choses parce qu'on doit les faire ou parce qu'on croit que ça nous fait du bien. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que j'apprends de moi? Qu'est-ce que ça me permet d'éprouver? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est Mmh. vraiment essentiel de savoir ça. Pourquoi on fait Mmh. les choses? Bien sûr. Là, C'est de l'automatisme, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, on réagit en pilote automatique et j'avais aussi, tu sais, que l'outil scan corporel, il y a de plus en plus de personnes Mmh. qui essayent et en fait, qui se rendent compte que des fois, il y a vraiment des membres du corps qu'elles arrivent pas à ressentir et moi la première, parce qu'en fait, on les a tellement mis de côté, on a Mmh. tellement peu l'habitude de se reconnecter à ces parties du corps que, elles sont, en tout cas au début, presque invisibles quoi, au ressenti. C'est ça. Et en fait, tout ce chemin perceptif, c'est justement c'est rallumer, raviver, grâce à l'attention et à la qualité de présence, ces espaces, qui sont un petit peu endormis ou qui sont même inertes. Parce qu'en fasciathérapie, le praticien, il va venir appliquer un toucher d'écoute, sur les tissus et il va venir relancer la dynamique du mouvement interne, justement dans des espaces où, à un moment donné, la vie, en fait, est enfermée. Il faut Mmh. savoir que quand on vit des chocs, quand on vit, que ce soit physique ou psychologique, heu, il y a une part de nous qui peut s'endormir, qui peut s'éteindre. D'accord. Est-ce que tu Et peux nous en dire plus justement sur cette mémoire traumatique, ouais, alors là, bon, c'est avec prudence parce que scientifiquement, bien sûr, je me rappelle, j'avais posé une question au docteur Guimberteau, lors d'une conférence et je lui avais dit: «Est-ce que le fascia a une mémoire des traumas?»
Il m'avait dit, en tant que scientifique, je ne peux pas dire oui. En tant qu'homme, oui, absolument. Donc, sur ce sujet, on sait évidemment que le corps a une dimension de mémoire. Moi, je l'explique dans mon livre, dans mon dernier livre, hein, parce que la dimension de la mémoire est hyper importante dans l'humain, et c'est aussi ce qui le retarde. C'est aussi ce qui le retarde. Parce que souvent, ce que j'avais constaté, c'est que des personnes venaient en séance, et après la séance en thérapie manuelle, elles me disaient, mais j'ai encore ce souvenir qui m'est revenu en mémoire, je me suis rappelé tel événement, tel événement. Pourtant, je l'ai travaillé. J'ai travaillé en psychothérapie, j'ai travaillé en thérapie, et c'est Mmh. toujours là. Et souvent, j'explique que si la dimension du corps n'a pas été suffisamment incluse, entre guillemets, dans le champ thérapeutique, dans l'approche thérapeutique, Mmh. eh bien, la mémoire du traumatisme, du choc de l'événement, eh bien, reste engrammée dans les fascias. Ça peut se manifester par un fascia qui se rétracte, se colle, se durcit, puisqu'on sait maintenant que le fascia, il a la capacité de changer d'état, hein. Il peut passer de l'état liquide à l'état durci. Ça, c'est la vision plutôt américaine. Et en fait, effectivement, quand on vient en thérapie manuelle par un toucher ajusté et une pression ajustée, rester suffisamment longtemps dans une barrière, on va transformer le fascia, il va Mmh. repasser à l'état liquide, et du coup, ça va mettre en mouvement l'information du corps. Et D'accord. souvent, à ce moment-là, il y a une prise de conscience de la part de la personne, une prise de sens. Tout d'un coup, il y a un insight, quoi. Mmh. Parce que l'information a été comme libérée des tissus. D'accord. Là, Donc j'y parle depuis mon ressenti de thérapie manuelle, hein. bien sûr. Mais du coup, ma question par rapport à cette thérapie manuelle que tu pratiques, l'idée c'est de pas forcément, en tout cas que les personnes verbalisent, ça Mmh. peut se faire uniquement au travers la lecture du corps que toi tu Oui, fais et que tu remets en mouvement, on va dire, le corps qui oui, va venir libérer, des choses enfouies, c'est bien ça? oui. En fait, avoir fait beaucoup de thérapie pour moi, je me rappelle, je me suis retrouvée, j'avais une trentaine d'années. Je fais de la thérapie depuis que j'ai 7 ans, hein. Je D'accord, faisais. ouais. Donc j'avais un parcours, bon, et quelqu'un m'avait dit: «Ah ben, il y a du boulot, hein». Un thérapeute m'avait Dis dit: donc. «Ah ben, il y a du boulot», et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est sans fin. Je Il y a quelque chose qui va pas, c'est». Donc ça m'a permis de changer ma vision, c'est-à-dire on va pas aller à la frontale chercher des mémoires et des trucs, enfouis, je sais pas trop comment, non, on Mmh. va prendre ce qui est là, en fait. Et moi, Mmh. j'aime bien aborder les choses comme ça. C'est Vous venez comme vous êtes, en gros, dans un état au présent, et Oui, ce qui doit être mis en mouvement sera mis en mouvement, parce que de toute façon, dans le corps, la vie veut la vie. Il y a ouais. cette intelligence est telle que c'est même pas nous qui décidons du moment où c'est l'heure de, de mettre du mouvement dans tel ou tel événement. Euh, Ce qui fait que, en fait, des fois, les gens ne verbalisent même pas. Ils viennent même pas pour ça. Mmh. Mais la séance va faire que, bah, ils vont revisiter un événement de leur vie, alors qu'à la base, ils venaient même pas pour ça. Ah oui, donc par exemple, ils revisitent au travers ton toucher et donc ça peut donner, suite à une explosion d'émotions, peut-être une libération Oui, alors émotionnelle? oui, il y a vraiment des processus de liquidation qui peuvent être vécus. Il y a, ouais, ça peut être du rire, des pleurs. Le corps aussi, concrètement, peut rentrer dans des états de tremblement. Ça, c'est vraiment le signe d'une réactualisation du système nerveux. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, qui est naturel, que les animaux font, c'est-à-dire qu'ils, quand ils ont un choc, ils vont se mettre dans un coin, et ils vont trembler pour comme liquider la charge émotionnelle. Nous, on ne sait plus le faire. On a oublié, en fait, que c'était juste fondamental à notre équilibre. Ce qui fait que dans les séances de transformation du fascia, surtout en myofasciologie, le corps peut se mettre à trembler, et il y a un vrai reset, en fait. D'accord.
Ouais. Donc c'est hyper libérateur. Moi, j'ai fait des sessions de formation de 9 jours. Alors on fait de la pratique toute la journée. Bon là, c'est très particulier parce que c'est en formation, mais chacun revisite, tout un champ mémoriel. Des fois, on sait même pas à quoi ça fait appel, quoi. Il y a aussi les mémoires de l'humanité, il y a aussi les mémoires de la lignée, C'est la mémoire des incroyable. femmes quand on est une femme, enfin Ouais, bref. oui, il y en a beaucoup, dis donc. C'est pour ça que essayer de travailler sur la mémoire en permanence, pour moi, c'est retardataire dans le sens où c'est infini, en fait. Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intelligence, du vivant, Oui, qui à un moment donné, naturellement, va venir débloquer ce qui doit être, ouais, fait, en fait. Il y a voilà. pas de des fois, on veut tout contrôler, alors qu'en fait, venir, avec ce qu'on a au moment T, de ce que j'entends, en tout cas, c'est que cette intelligence va faire que ce qui doit s'opérer va se faire, en fait, Oui, naturellement. et puis, le fait d'être en lien avec le vivant dans l'instantanéité du présent, ça agit naturellement sur la mémoire. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus intéressant que de se focaliser sur la mémoire morte, plutôt se focaliser sur, une énergie de vie active. D'accord, ouais. Et et déjà, c'est beaucoup plus, joyeux et léger parce qu'en fait, tout le temps se focaliser, par exemple, sur ce qui va pas ou sur ce qui manque, sur ce qui reste à accomplir. Parce qu'on n'est pas dans une culture, de la validation, on n'est pas dans une culture de valoriser, de et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, 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 aux personnes que j'accompagne. Il faut valider, valoriser, toutes les petites avancées, plutôt que de focus sur ce qui reste encore à travailler. Oui, En fait, mais c'est infini, si on prend les choses dans ce sens-là, c'est sans fin. Par ouais, contre, le fait de se mettre avec cette force de vie active, à la fois, ça permet de travailler des mémoires et à la oui, fois, ça permet de rentrer dans un élan créatif qui va amener de la nouveauté, qui va amener, de la régénération, qui va amener, heu je sais pas, ouais, des opportunités aussi, parce qu'en fait, il y a une activation vraiment du tissu, vivant, intelligent qui s'active, quoi. mmh. C'est beaucoup plus sympa, enfin, moi je trouve ça plus fun, pour vivre sa vie, Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je voulais aussi, revenir, tu sais, selon les études, il est quand même dit que 80 de la population, mondiale, bah, présente des douleurs de dos, ce qui est ouais. énorme. Quel est le lien justement avec les fascias? Pourquoi on aurait, ces douleurs, de dos, constantes? Ouais, là, ils sont vraiment en train de mettre en lumière, le lien entre la douleur et les pathologies, musculo-squelettiques, les troubles musculo-squelettiques, comme on les appelle. Si vous voulez aller plus loin, il faut aller voir le docteur Schleip. Je vous donne des noms en fait pour vraiment les personnes qui veulent aller plus loin. Parce que dans le domaine du fascia, il y a une poignée de personnes en fait qui fournissent ces études. Et là, ils ont vraiment mis en lumière que les altérations structurelles et fonctionnelles du fascia contribuent à la douleur chronique. Mmh. Notamment au niveau du dos, dans ce fascia thoracolombaire. C'est quand on dit j'ai mal au dos, il y a un fascia au bas du dos là, Mmh. qu'il faut vraiment travailler. Alors il y a différentes manières de le faire, mais effectivement, la relation à la douleur est liée au fascia parce que l'innervation du fascia avec ses terminaisons nerveuses euh, euh, fait qu'il y a une corrélation entre la nociception, c'est la sensation de la douleur, c'est D'accord. porté aussi par les fascias, hein, avec ces récepteurs nociceptifs. Après, il y a, moi j'avais lu un livre sur le syndrome de tension musculaire. On est toujours en fait en lien avec la dynamique du fascia, où là on est vraiment dans la corrélation entre les émotions, euh, l'impact des émotions sur les tissus, euh, les trigger points. Voilà, c'est des points en fait qui reviennent tout le temps dans les douleurs, des zones qui sont souvent contractées, impactées. Euh, et là, il y a une vraie mise en lumière qui commence à être faite entre le lien entre une émotion forte qui serait refoulée euh, et qui engendrerait en fait une réponse adaptative du système nerveux
qui créerait un symptôme de tension musculaire, Mmh. donc en lien avec les fascias, pour nous détourner en fait de l'émotion. Mmh. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est ma médecin qui m'avait orientée sur cette lecture, docteur Sarno. Donc c'est vrai que les recherches mettent vraiment en lumière le lien entre ce système facial et la douleur et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a de plus en plus d'approches thérapeutiques qui incluent la dimension du fascia, les thérapies myofaciales, les thérapies manuelles, même les ostéopathes maintenant se forment à la fasciathérapie, les kinés, parce qu'en fait, c'est juste incontournable aujourd'hui. Mmh. Complètement, ouais. Bon, en tout Mmh. cas, c'est vraiment, passionnant. J'avais aussi une question, Émilie. Est-ce que tu aurais, des exercices, justement? Qu'est-ce que les personnes peuvent mettre, en marche, dès aujourd'hui, allez, pour libérer, voilà, les éventuelles, tensions qui sont présentes dans les fascias? Alors il y a des exercices, simples à faire. Déjà, c'est juste bouger dans la lenteur. Mmh. La lenteur, c'est vraiment, un élément clé pour, soutenir ce système des fascias. Le fascia aime pas trop être violenté, puisqu'il est D'accord. très il est très réactif au stress, en fait. Les fibrilles, vont absorber les chocs et les stress. Donc on va essayer d'aider ce fascia à relaxer, à se détendre. Donc il y a des étirements doux qui peuvent être faits. Il y a le Moon's Floor qui est une approche qui a été développée par un danseur étoile à laquelle je me suis formée, qui est assez intéressante. C'est un travail au sol. Il a écrit des livres, hein, ce monsieur. C'est D'accord. des exercices au sol de mouvements spiralés dans la colonne. Donc ça, c'est très, très bénéfique pour les personnes qui ont mal au dos. Donc dans un mouvement très, très lent où euh, on va faire travailler la tête, le bassin, le thorax dans des mouvements spiralés. Ça va aider à la production du collagène dans le corps, qui est un élément et un composé essentiel dans la structure du fascia et qui maintient en fait cette fluidité, cette élasticité, cette souplesse. Ça, c'est des exercices qui sont très intéressants parce qu'il y a une régulation du système nerveux aussi qui s'opère. Ça peut être alors soit accompagné par un coach, soit après on peut le reproduire en autonomie chez soi, au sol. Après, bien sûr, il y a tous les mouvements de la fascia qui ont été développés après par Danny Bois, donc le fondateur de la fasciathérapie, le mouvement sensoriel, qui est en fait une gymnastique, un espèce de training des fascias dans la lenteur où on va venir glisser, défroisser, débrider les plans de glissement dans le corps. Parce que comme je l'ai dit, les fascias, c'est des matrices tridimensionnelles. Donc on Mmh. va travailler voilà, les axes avant-arrière, droite-gauche, haut-bas. Et puis après, venir chercher des enroulements de la colonne, des extensions. Voilà, de manière très très lente et dans vraiment cette qualité d'attention. Ce que je Mmh. conseillerais, c'est vraiment se dire qu'il faut être attentionné à son geste pour être dans ce ressenti du tissu qui glisse, qui s'étire. Mmh. Parce que si on fait un geste de manière mécanique ou très mentale, Mmh mh. en termes de conscience, du coup, il n'y aura pas cette relation avec Oui. cette matrice. Donc il y a vraiment une qualité d'attention à avoir à ce que l'on fait. Et après, on Mmh. peut utiliser des balles aussi, des balles en mousse sous lesquelles on peut venir poser sur des douleurs au niveau du dos et appliquer en fait avec le poids du corps, venir appliquer ce fameux point de compression qui va aider le fascia à se relâcher, à se dédurcir, à se détendre. D'accord. Tout ça en faisant de manière très progressive. Moi, je ne préconise pas du tout les frottements, il y a des objets là, des rouleaux, des Oui, trucs un peu plus costauds, voilà. ouais. C'est personnel, moi je conseille pas ça, mais pour moi ça casse les fibres, des muscles et ça déstructure les fascias, mais c'est voilà. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Le mot d'ordre pour moi, c'est vraiment attention, qualité d'attention, douceur et Mmh. venir chercher ces étirements très lents et très doux. Hem, voilà pour les outils et en fait, c'est assez simple, en fait. Mmh, oui, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de ce retour à cette conscience comme tu disais, Ouais. et puis cette, association entre, bah, notre attention et puis, Mmh.
cette conscience exactement. du corps et je pense que c'est vraiment, comment dire? Le fait d'allier ces 2 choses, ça permet, de venir faire un travail de fond sur ça quoi, sur, vraiment Et les ça permet d'entrer vraiment en relation avec cette matrice parce que, ouais, je pensais à la respiration. Je me disais: «Les personnes vont se dire: "Oui, il y a la respiration dans tout ça"». Alors évidemment, le fait d'accompagner une respiration consciente, la cohérence cardiaque, ça commence à être des outils assez connus. oui, Ça, c'est une chose, c'est-à-dire que ça va apaiser le système, ça va réguler le système nerveux. En fasciathérapie, nous, on parle pas trop de la respiration parce que, on vient poser une écoute, une attention sur cette fameuse dynamique du mouvement interne. C'est là où vraiment pour moi il y a c'est ça la grande différence, s'il y en avait une avec les autres approches, c'est rentrer en relation consciente avec ce principe actif et comme mmh, c'est quelque chose qui peut être subtil au début, à capter, à sentir, on est obligé en fait de 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 mettre en place une régularité, parce que c'est pas le truc qu'on peut sentir, quoique ça peut arriver à des personnes. C'est déjà ouais, arrivé. ça dépend. Arrivé Et dans les méditations, des personnes qui tout d'un coup, voilà, ouais, mais en tout cas, sachez que c'est cette relation, cette rencontre à l'intérieur de soi avec ce principe de vie, quand on l'a vécu, on le sait. Donc en fait, bien sûr. c'est un bon Ouais, marqueur. C'est un bon marqueur, c'est-à-dire que c'est pas peut-être, je crois, ouais, c'est l'expérience qui c'est une valide. expérience fondatrice qui fait qu'on a une vie avant et après. Et Ouais. ça, j'aime bien le dire. Après, il ne faut pas faire un objectif qui va engendrer de la frustration. Il ne faut pas aborder les pratiques avec cette attente. Voilà, c'est ça qui est pas évident. C'est se dire, OK, j'entreprends une démarche et à un moment donné, bah, je vais peut-être rencontrer ce principe actif à l'intérieur de moi. Et j'en fais pas non plus voilà, un truc à tout prix. L'objectif, Sinon, encore voilà, ça peut engendrer une souffrance même chez certaines personnes. oui, puis c'est, ça m'évoque aussi, tu sais, le fait qu'on est toujours en quête, hein, de quelque chose, de Oui. rentabiliser, mais là, on va pas rentabiliser le corps, enfin, c'est Ouais, il vraiment faut essayer d'aborder ça sans attente, en fait. Et sans exactement. attente, il y a pas de méditation ratée, il y a pas de pratique ratée. En fait, il y a toujours quelque chose qui se donne à nous et il faut être en mesure de le capter, de le nommer, de le valider, de le valoriser, plutôt que de chercher je sais pas quoi, cher non, on cherche rien. Mais ça, on le répète aussi souvent dans les épisodes du podcast parce que c'est comme un peu, tu sais, cette quête de développement personnel, Mmh. qui est un peu en vogue aussi, où on voit de tout. C'est-à-dire que non, enfin, c'est juste, revenir à la simplicité de l'instant présent sans forcément, non plus avoir des objectifs à atteindre et cetera. Enfin, vivez le chemin et expérimentez et puis vous verrez, c'est vraiment ça, quoi. C'est très subjectif, en fait, hein. Des fois, Mmh. c'est bien d'avoir la théorie, mais tout passe par aussi l'expérience de chacun. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger aussi dans ce genre de démarche, parce qu'en fait, le fait d'échanger et de partager les expériences de vécu, par principe de résonance, comme on est tous sur le même mode, Oui. c'est très génératif. Et moi, dans mes groupes, j'adore parce que chacun fait son expérience, s'autonomise. Et à un moment donné, quand les sujets sont déposés le jour des coachings, ah oui, moi aussi, ah oui, ah ok, ça me fait comprendre que machin. Et c'est génial, quoi. Ça, Mmh. j'adore, parce qu'il y a vraiment, pour le coup, cette créativité, cette co-création collective qui peut se donner. Euh, et c'est aussi se laisser être disponible à la nouveauté. Ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie de transmettre. C'est le fait de ne pas attendre, mais de savoir qu'on est au contact d'un principe actif qui va Mmh. forcément à un moment donné nous apprendre des choses de nous. C'est voilà, aborder la démarche introspective avec cette curiosité en fait. C'est OK, qu'est-ce que je vais apprendre de moi aujourd'hui? Je trouve ça hyper enthousiasmant. Mais c'est vrai au début de cet engagement et de ce chemin, il peut y avoir un petit phénomène de contrainte. Et, ah, faut que je fasse ma méditation. Et j'ai remarqué qu'il y avait un point de passage en fait dans les êtres. Et à un Mmh. moment donné, il y a quelque chose qui est vécu dans la démarche et qui fait que c'est plus quelque chose que je fais.
mais c'est un état que j'explore, j'enrichis, que je nourris au quotidien. Et c'est pour ça qu'après, ça rentre dans la dimension de la vie quotidienne et Mhm. que tout devient dans ce tissu. Tout devient plus fluide. Ouais, Et ça m'évoque aussi, tu sais, les pratiques comme le yoga aussi, le yoga doux, le tai chi. oui. Ça aussi, ça vient forcément, enfin, je suppose, travailler sur Oui, les fascias. de toute façon, à partir du moment où on se met en mouvement, les fascias sont mobilisés. C'est juste que c'est comme je te disais au début, avant qu'on démarre, c'est ce degré d'attention et de profondeur. En tai chi, on est plutôt sur la dimension énergétique du geste, D'accord. dans l'écoute. Euh, En mouvement sensoriel, il y a des mouvements qui ressemblent beaucoup au tai chi, au qigong, mais on est vraiment dans cette lenteur sensorielle et dans ce niveau d'écoute du fascia qui Oui. fait que, bah, au niveau de l'écoute et de la conscience de la personne, il va y avoir une expérience éprouvée qui va être peut-être nouvelle par rapport à du qigong ou à du tai chi. Mmh. Et puis après, c'est culturel, c'est-à-dire que une activité, quelle qu'elle soit, elle nous connecte à une culture, une vision, une démarche. Et c'est pour ça que tout est bien en fait. Tout est bien, mais voilà, savoir évaluer qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça D'accord. m'apporte. Et ça, je ne le répète jamais assez. Qu'est-ce que ça m'apporte de faire mes postures de yoga tous les jours? Qu'est-ce que concrètement, au niveau de la physiologie, au niveau Mmh. de mon état d'esprit, Bien sûr. au niveau de ma qualité de présence, ma qualité relationnelle. Et ça, il n'y a que la personne qui peut l'évaluer. Mmh. Ouais. Mmh. Alors j'avais une question aussi sur, bah, tes pratiques, en tout cas, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager, tu sais, de transformations que tu aurais vues, sur, des personnes qui sont venues te consulter? Oh là là, oui, des anecdotes, Pas j'en beaucoup, ai mais plein. quelques-unes, si tu en as une ou 2 à nous partager. Ouais, je vais vous en partager une qui m'a le plus marquée là ces derniers mois. Donc c'est une personne qui vient plutôt en coaching. Des fois, elle fait des séances sur table, mais là, c'était un coaching. C'est-à-dire qu'en coaching, je mets plus la personne dans une posture active. C'est-à-dire que D'accord. je vais l'aider à rentrer en résonance avec son espace intérieur, à puiser elle-même les informations pour elle-même, pour venir en fait trouver des ressources en toute autonomie, hein. L'idée, c'est vraiment l'autonomie, c'est arriver à après savoir faire tout seul. Et cette personne, en fait, ça faisait 1 an et demi qu'elle voulait acheter une maison. Alors, le sujet est étonnant, mais justement, c'est intéressant. Et je lui dis: «Écoute, ça suffit cette histoire de maison, à force de chercher et cetera». Elle a fait toutes les démarches qu'il fallait et cetera. Je lui dis: «On va traiter ce sujet». D'accord. Mmh. Et là, en fait, c'était vraiment la dimension, de la mémoire, en fait, qui était retardataire en elle. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en elle qui bloquait ce projet d'achat de maison. Heu et donc, ben, on s'est juste mis en lien avec cette dynamique, intérieure du corps et on a mis en lumière, en fait, un frein historique au niveau du lieu de vie où elle était, Mmh. comme si elle était, enfermée et emprisonnée dans ce lieu. Heu Ouais. et depuis le corps, je l'ai fait mettre en mouvement. Alors ça peut être tout simple, hein, c'est pas forcément des trucs compliqués, ça peut être changer de place dans l'espace. Heu, voilà, on a fait tout un process ensemble, heu et en fait et beh, je pense qu'1 mois après, elle a trouvé sa maison, elle a acheté sa maison et tout s'est débloqué, quoi. Donc en Incroyable. fait, c'est une histoire qui est intéressante parce qu'en fait, ça montre à quel point on peut traiter n'importe quel sujet et moi, c'est ce que j'adore parce qu'au moins ça, c'est créatif. Oui. Ce que j'adore, c'est traiter des sujets concrets. C'est-à-dire, c'est prendre des sujets du quotidien. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment je peux t'aider? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate, en fait, parce qu'au moins, on sait que ça a fonctionné. Mmh Ou mh. Ouais. pas, mais Ouais, voilà, donc en ouais. fait, vous voyez, tu vois, le champ d'action, il peut être énorme. Ça peut être sur un phénomène physique ou concret. Ouais. Il y a une personne qui est venue il y a quelque temps, qui avait une toux chronique depuis 2 ans.
Dès qu'elle changeait de position, en fait, elle se mettait à tousser, à tousser, à tousser. Et elle pouvait tousser comme ça pendant un quart d'heure, une demi-heure. On a fait une séance. Et en fait, elle a une prise de conscience. C'était lié au décès de sa maman, où elle avait accompagné sa maman dans la maladie, dans voilà, sa fin de vie, etc. Où il y avait en fait un interdit en fait de vivre sa vie, quoi, Mmh. après ce départ. Ouais, et puis elle s'est levée de la table et j'ai vraiment vu que l'information qui lui manquait a été mise en lumière, quoi. Ouais, c'est incroyable, hein, pour le coup, c'est Et des elle histoires. m'a écrit un message, elle m'a dit le lendemain, elle m'a dit: «J'ai pas retoussé depuis notre rendez-vous». Après, elle m'a renvoyé un message, j'ai dit: «Beh, OK, parfait». Donc voilà, après, c'est pas toujours magique comme ça, parce que là, je donne des cas un peu atypiques, hein. Des fois, ça prend plus de temps. Il y a des personnes avec qui je fais un chemin beaucoup plus long. Mais après, ça dépend des objectifs, ça dépend pourquoi je viens. C'est quoi mon objectif? Et ça, c'est important de savoir le formuler dans une démarche. C'est quoi mon besoin, en fait? J'ai besoin de quoi? Mmh. C'est vraiment passionnant aussi, alors tout à l'heure tu citais aussi, bah, pour, les personnes qui souhaitent en savoir, plus aussi à ce sujet, il y a un documentaire Oui, sur Arte, sur les fascias qui est hyper absolument. intéressant. Il y a Ouais. aussi ton ouvrage aussi, hein, alors peut-être que Oui, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots justement, sur le sujet de ton livre, ton dernier livre? là, il y a mes 2 livres. Le 1er, il date un peu, du coup, je l'ai plus. Donc Le Souffle d'or, ils m'ont permis de rééditer celui-ci. Donc Écoute ton cœur te parle, c'est vraiment ce chemin personnel. Alors, il n'y a pas des détails de mon histoire, mais c'est un langage, un dialogue, en fait, entre les différentes voix qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, justement. Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mon cœur? Voilà, il y a toute une série de thèmes en fait que je visite, la relation, l'argent, le corps, la pensée, voilà. Bon, c'est un peu tout mon parcours, ça. Celui-là, il est vraiment très personnel, mais il y a des espaces d'écriture pour pouvoir bah, mettre de la lumière sur toutes les mécaniques retardataires un petit peu qui peuvent habiter ces voix à l'intérieur de nous. J'aimais parler vraiment de ce phénomène de la pensée qui est insupportable. Moi, j'ai vécu dans un enfer mental pendant des années, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est possible de se libérer Mmh. de ce phénomène réflexif permanent en allant dans le corps. Voilà. Et après, le dernier, celui-ci, il a une écriture beaucoup plus neutre, je dirais. Et là, c'est vraiment intelligence corporelle et processus vibratoire. C'est vraiment ce lien entre la dimension du corps et l'évolution de conscience qu'on peut vivre en fait de manière engagée. Et comment les changements peuvent s'opérer au fur et D'accord. à mesure qu'on se met en lien avec cette intelligence du corps. En fait, c'est mon parcours, hein. C'est juste que j'ai essayé de mettre en lumière des thèmes et des notions clés qui peuvent faire des points d'appui en fait dans un processus que chacun sera amené à vivre, parce que pour moi, on est dans une mutation systémique avec l'IA en plus. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Et c'est vrai que j'y vois une opportunité en fait pour nous nous aussi d'aller vers une intelligence supérieure. Et pour moi, elle passe vraiment par le corps. Donc le dernier livre, il est un peu plus. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui me disent que c'est complexe, il y a des gens qui me disent que c'est facile à lire, donc je ne sais Mmh. pas. Il faut sentir l'appel et l'élan. Mais en fait, ça retrace vraiment de manière. J'ai essayé de vraiment préciser cette mutation en fait que je vois dans de la dimension psychologique de l'humain dans cette qualité vibratoire D'accord. Mmh. pour essayer de comprendre un peu mais c'est quoi la différence entre la dimension psychologique et la dimension vibratoire dans le plan émotionnel, dans le plan mental, au niveau de l'éprouvé corporel. Voilà, il y a plein de choses qui changent en fait. Euh, et c'est un thème c'est vrai qu'il est un peu peut-être novateur, mais qui peut être envisagé vraiment de manière pas quasi scientifique, mais je suis en train de mettre en place des protocoles assez concrets ouais, avec mes groupes,
Mmh. où vraiment, voilà, il y a des étapes, il y a des points clés, dans cette transformation intérieure et ça marche super bien et c'est génial. Bon, en tout cas, merci, beaucoup Émilie, mais j'invite toutes les personnes aussi à découvrir ton dernier livre ou même tes 2 livres. De Ouais, toute manière, je le mettrai le lien, dans la bio. Vous OK. pouvez commander directement et puis aussi, contacter Émilie, pour des sessions aussi parce que tu fais des formations, hein. Tu accompagnes en tout cas en individuel Ouais, et en collectif. je fais des accompagnements, j'ai développé là une plateforme en ligne, puisque voilà, faut se moderniser. C'est sûr. Donc évidemment, il n'y a pas de toucher manuel en ligne, hein, mais c'est voilà toute cette démarche d'autonomisation en lien avec le corps, les fascias. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ce chemin de l'intériorité. Donc il y a deux univers sur Internet. Un vraiment dédié à l'entrepreneuriat où là c'est un parcours et un cursus sur 3 mois qui est assez intense avec des coachings toutes les semaines, etc. Et après il y a une plateforme vraiment pour découverte, commencer à inscrire une pratique régulière où je fais des méditations chaque semaine D'accord. et puis des visioconférences une fois par mois. Voilà, ça c'est sous forme d'abonnement. Après, il y a dans les ouvrages aussi, vous avez les livres de Christian Courreau, Isabelle Bertrand, Mmh. où il y a des petits exercices sur les mouvements sensoriels aussi, parce que l'idée c'est trouver de l'autonomie. Donc après Mmh. bon, l'accompagnement il est intéressant et comme je disais les échanges, c'est pour ça que j'ai créé ces plateformes. C'est pour que les personnes puissent se connecter aussi, Mmh. partager, échanger, sans forcément que je sois toujours au milieu de l'équation, mais parce que pour moi, cette dimension relationnelle, elle passe aussi par le verbe, par le partage, Mmh. par oser aussi dire ce qu'on ressent, ce qu'on découvre, de manière à assumer ce processus qui parfois est déroutant et troublant parce il y a une forme de déconstruction en fait. Quand on va dans le corps, on Mmh. peut réaliser qu'on s'est menti. Voilà, il y a une forme de mise en transparence de soi à soi. Et c'est chouette de pouvoir le partager avec un Mmh. groupe. Mmh. Bah, merci, beaucoup Émilie. Alors comme j'aime demander à chaque intervenant, peut-être un un petit dernier mot de la fin, aux consciences qui s'éveillent, pour passer, voilà, une bonne journée ou pour tout simplement passer la journée qu'on doit passer. Qu'est-ce que tu voudrais, Bah, ce que je voudrais, rajouter, c'est, soyez doux et attentionnés à vous-même, au présent et cette clé, elle est pas, éloignée de vous. Elle est très, très proche de vous. Il suffit juste de poser les yeux dessus, mmh, le cœur dessus et je souhaite vraiment à le beaucoup, beaucoup de personnes de vivre cette rencontre. Vraiment, c'est possible, c'est faisable, c'est disponible. Voilà. mmh. Merci Émilie, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour l'invitation, la collaboration. Au plaisir et Au plaisir. surtout partager, commenter, que ce soit un ami, un membre de la famille, un collègue, si ça peut faire du bien, c'est vraiment tout l'objet aussi, c'est de, à son échelle, pouvoir aussi Mmh. partager, bien sûr et si ça peut aider, éclairer, n'hésitez vraiment pas aussi, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis vous pouvez aussi vous abonner donc sur les différentes chaînes, du podcast et puis laisser un avis, ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir, cette émission. Merci à tous, je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt Émilie. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.